Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau chapitre de SES. Ici, ça va être de la sociologie. Comment expliquer la mobilité sociale en France aujourd'hui. Donc tout d'abord, dans les sociétés démocratiques qui apparaissent à partir du XVIIIe siècle, on se rend compte qu'il y a une égalité des droits qui a pour conséquence que toutes les positions sociales sont désormais accessibles pour tout le monde. Mais donc on va se demander si oui ou non la France est-elle une société mobile et est-ce que l'accès aux positions sociales est-il dépendant ou indépendant de notre origine sociale. Alors tout d'abord, on va voir les caractéristiques de la mobilité sociale. On va se demander si la France est-elle une société mobile. Tout d'abord, on va donner quelques définitions, notamment les individus, vous savez, ils peuvent connaître différents parcours de mobilité au cours de leur vie. C'est ce qu'on va appeler la mobilité intragénérationnelle. Donc elle peut être soit professionnelle, lorsqu'on va changer de carrière, de profession au cours de notre vie. Ça peut également être une mobilité géographique lorsqu'on change de lieu de résidence. On a également la mobilité intergénérationnelle, notamment quand notre CSP, quand notre position sociale va être différente de celle de nos parents. Par exemple, un individu qui est devenu cadre alors que son père était ouvrier. Donc ici, on a une mobilité sociale intergénérationnelle et on va vraiment, dans cette vidéo, s'intéresser à ce type de mobilité sociale parce que l'INSEE prend en compte vraiment la mobilité sociale. Pour elle, c'est la mobilité intergénérationnelle. Donc les trajectoires des individus peuvent être ascendantes, donc une mobilité ascendante si on occupe une position plus élevée que nos parents, ou bien descendante, déclassement, si on occupe une position plus basse que celle de nos parents. A l'inverse, le fait d'appartenir à la même CSP que nos parents, c'est ce qu'on va appeler la reproduction sociale. Maintenant, on va vraiment étudier des statistiques, notamment les tables de mobilité. Ces tables de mobilité permettent vraiment d'étudier et de mesurer la mobilité intergénérationnelle. Pourquoi? Parce qu'on va mettre en correspondance la CSP d'un individu avec celle de ses parents, très souvent de son père. Donc on peut construire deux types de tables de mobilité sociale, notamment la table de destinée qui permet donc de savoir ce que deviennent les fils originaire d'une CSP donnée. Elle répond à la question très simple, que deviennent les fils de, ensuite on met la CSP. Notamment par exemple ici, si on veut savoir ce que deviennent les fils d'agriculteurs, on se reporte à la ligne CSP du père agriculteur, puis on lit cette donnée. On peut également construire une table de recrutement, donc il va mesurer ici l'origine sociale des hommes de chaque PCS. Donc elle permet vraiment de savoir ce que faisaient les parents des fils qui appartiennent à une CSP donnée. Elle répond à la question ici, d'où proviennent les fils? Donc par exemple, la table de recrutement va révéler la part des fils d'agriculteurs parmi les individus qui ont en commun le fait d'être cadres. Donc les tables de mobilité ont plusieurs intérêts, notamment elles permettent d'analyser et de mesurer la mobilité sociale. Ainsi, on se rend compte que la mobilité sociale, elle est importante. 2/3 des hommes se classent dans une catégorie sociale différente de celle de leur père, mais en général, cette mobilité sociale va se faire entre des PCS qui sont proches. Quand on change de PCS, en général, on va suivre des trajectoires qui sont courtes. Ainsi, il va être plus facile de passer d'ouvrier à profession intermédiaire que d'ouvrier à cadre. Une partie importante de la mobilité sociale va aussi être horizontale. Et également, on se rend compte que si la mobilité ascendante est dominante, elle baisse. Alors que le déclassement, la mobilité descendante, a tendance à augmenter. Et enfin, il faut savoir que la reproduction sociale, elle est importante chez les fils de cadres et chez les fils d'ouvriers et d'employés, notamment les plus qualifiés. Les tables de mobilité, elles comportent de nombreuses limites. Ici, on va en étudier 4. Tout d'abord, il faut savoir que le statut social, donc c'est-à-dire le prestige et le niveau de revenu d'une profession, il peut évoluer. Certaines professions peuvent voir leur prestige social augmenter ou diminuer avec le temps. C'est notamment le cas des instituteurs. Dans ce cas, le fait d'être de la même position sociale que ses parents, donc c'est une situation ici d'immobilité sociale, elle peut cacher une amélioration ou une dégradation de la position sociale d'un individu. Donc ici, par exemple, si un enfant d'instituteur devient un professeur des écoles, est-ce qu'il s'agit d'une reproduction sociale ou d'un déclassement?
Voilà. Donc ici vraiment également les tables de mobilité vont proposer une mesure qu'on va dire objective de la mobilité sociale, mais ça ne montre pas la dimension subjective, c'est-à-dire le sentiment de mobilité qu'ont les individus. Un individu peut se sentir déclassé par rapport à ses parents alors qu'objectivement il ne l'est pas, mais c'est juste le sentiment de déclassement qui est de plus en plus important. Également, une autre limite, ça va être le nombre de catégories qu'on va retenir. Plus on va retenir de nombre de PCS importants, plus on va mesurer des changements entre les positions sociales des individus. Et ben, à l'inverse, moins on a de PCS, moins on a de catégories différentes, plus l'immobilité sera importante. Par exemple, si on décompose la catégorie ouvrier entre les ouvriers qualifiés et les ouvriers non qualifiés, on va pouvoir observer une mobilité entre les ouvriers qualifiés et les ouvriers non qualifiés. Ici, s'il n'y avait pas cette décomposition, on n'observerait pas de mobilité entre ces deux types d'ouvriers. Enfin, les tables de mobilité n'ont longtemps mesuré que la mobilité sociale des hommes. Pendant longtemps, la mobilité sociale des femmes, elle était mesurée à partir de celle de leurs conjoints qu'on comparait à leurs pères. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, dans les années 50, 40 et avant, les femmes n'étaient pas actives, c'est-à-dire qu'elles n'avaient pas d'emploi. Et donc ça pouvait rendre difficile la comparaison avec les mères. Et également, la comparaison père-fille est assez compliquée parce que les pères et les filles ont des emplois qui sont genrés. Donc les structures des emplois sont très différentes entre les hommes et les femmes. Donc pour en venir toujours à ça, on va se demander si les parcours de mobilité des femmes sont différents de ceux des hommes. Et donc tout d'abord, est-ce qu'il faut comparer les femmes par rapport à leurs pères parce qu'ils sont plus nombreux à travailler et donc à définir l'origine sociale de leurs filles, ou bien les comparer par rapport à leur mère, ce serait plus logique, mais de nombreuses femmes à l'époque n'occupaient pas d'emploi. Donc tout d'abord, si on compare les filles par rapport à leur mère, on constate que les femmes ont une mobilité sociale très largement ascendante parce qu'en fait, c'est lié au faible niveau socio-professionnel des mères de l'époque qui étaient les premières générations à rentrer sur le marché du travail comme secrétaires ou employées. Donc leurs filles ont connu une mobilité ascendante. Maintenant, si on compare les filles par rapport à leur père, on va constater toujours une forte mobilité sociale. Notamment, les pères occupent majoritairement des emplois liés au secteur secondaire, des emplois genrés, notamment ouvriers dans l'industrie. Mais la mobilité des filles ici sera plus descendante que celle des mères. Pourquoi ? Parce qu'en règle générale, dans la société française, les pères occupent une position supérieure à celle de leur conjointe. En fin de compte, on se rend compte quand même que la mobilité sociale féminine est plus importante que la mobilité sociale masculine. Et également, on se rend compte que le déclassement, la mobilité descendante, est davantage présente chez les hommes, mais qu'elle augmente tant chez les hommes que chez les femmes. Donc maintenant, on va voir que la mobilité sociale observée, que l'on observe à travers la lecture des tables de mobilité, elle englobe à la fois la mobilité structurelle et la fluidité sociale. Depuis 1950, la structure socio-professionnelle a évolué. On a le recul de l'agriculture, la salarisation, la tertiarisation, la fin de l'industrie. Et donc la répartition de la CSP des fils n'est plus identique à celle des pères. Tout d'abord, les indépendants ont vu leur part baisser dans la population active, de même que les salariés les moins qualifiés en faveur des salariés les plus qualifiés. Donc toutes ces évolutions de la population active entre les générations des pères et la génération des fils ont eu des conséquences sur la mobilité sociale. Tout d'abord, les enfants qui sont issus des CSP en déclin vont être entre guillemets recrutés par les CSP en essor. Et donc ce recrutement, cette mobilité sociale, c'est ce qu'on appelle la mobilité structurelle qui découle en fait des transformations de la population active. Maintenant, on va se demander, est-ce que ça transforme le rapport de chances relatives d'atteindre ces positions, donc la fluidité sociale, l'égalité des chances? On va répondre que c'est assez compliqué. Tout d'abord, petite définition, la fluidité sociale, en fait, elle va exprimer la force du lien entre l'origine sociale et la position sociale. Donc pour évaluer la fluidité sociale, il faut comparer la probabilité que des enfants d'origine sociale différente ont d'occuper une même position sociale. Par exemple, si un fils d'ouvrier a autant de chances de devenir cadre qu'un fils de cadre, ça veut dire que la fluidité sociale est très forte. A l'inverse, si un fils d'ouvrier a beaucoup moins de chances de finir cadre qu'un fils de cadre, ça veut dire que la fluidité sociale est très faible. Donc dans une société fluide, les probabilités d'atteindre n'importe quel CSP sont les mêmes pour les enfants issus de n'importe quel CSP. Ça signifie ici que l'égalité des chances est très forte.
Ainsi, on peut se demander s'il y a plus de mobilité observée, est-ce que forcément ça montre que la fluidité sociale a augmenté? Et bien en fait non. Et ça, c'est l'une des réponses souvent des EC1 ou des EC3. Une société plus mobile n'est pas forcément plus fluide. Pourquoi? Parce qu'un grand nombre de changements de position sociale, donc c'est-à-dire une forte mobilité sociale observée, ça peut cohabiter avec zéro fluidité sociale. Donc ça peut être uniquement, par exemple, de la mobilité structurelle. Par exemple, si on a un fils d'ouvrier qui devient employé, ici, on a une société qui va être plus mobile. Le fils d'ouvrier est devenu employé. Mais par contre, ici, les enfants des catégories d'ouvriers ne sont pas devenus cadres. Donc, on n'a pas de fluidité sociale. Donc ici, une société plus mobile n'est pas forcément une société plus fluide. Dans cette dernière partie, on va essayer de répondre à une dissertation qui peut être régulièrement posée au baccalauréat. Comment expliquer la mobilité sociale? Quels sont les 3 facteurs de la mobilité sociale? Donc le premier facteur, c'est l'évolution de la structure socio-professionnelle. Donc ici, la mobilité sociale, on l'a déjà vu, ça peut être la conséquence des modifications de la structure des emplois entre les 2 générations. En gros, ça peut être de la mobilité structurelle. On a vu les différentes transformations de la population active depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, la salarisation, la tertiarisation, la hausse des qualifications, mais on a également la féminisation, le déclin du secteur des agriculteurs et le déclin du secteur des ouvriers. Donc ici, entre la génération des pères et la génération des fils, on a certains emplois qui sont en déclin alors que d'autres se développent. Un exemple, en 2015, il n'y a que 2% d'agriculteurs dans la génération des fils, mais il y en avait 8% dans la génération des pères. Donc ici, le nombre d'agriculteurs a diminué et donc ça a entraîné une mobilité sociale des fils d'agriculteurs qui sont majoritairement devenus ouvriers ou employés. Donc ici, on a une mobilité sociale qui est expliquée par les transformations de la société. On a également la tertiarisation qui va signifier ici la hausse du secteur des services, donc le recul des emplois salariés qui sont liés à l'industrie et aux ouvriers. On a également la hausse du niveau de qualification des emplois qui s'est accompagnée d'une hausse de la CSP des cadres et des professions intermédiaires. Donc ici, cette première explication, c'est l'évolution de la structure des emplois. On a une deuxième explication, donc deuxième partie, ici le rôle des niveaux de formation. Donc ici, on a une corrélation assez claire entre les formations et les métiers qui vont être exercés. Donc ici, l'école va jouer un rôle important dans la mobilité sociale et dans la destinée des individus. On a la démocratisation, c'est-à-dire l'augmentation de l'enseignement secondaire et supérieur a conduit à une plus grande fluidité sociale. Grâce à l'école, de nombreux fils d'ouvriers ont pu exercer des emplois de cadre. Donc ici, quelques exemples. Le diplôme va faciliter une insertion professionnelle de qualité et donc l'accès à des positions sociales plus élevées. Avec un master, un bac plus 5, on a 10 fois plus de chances d'accéder à un emploi de cadre que si on n'a pas de master, de bac plus 5. 10 fois plus de chances. Donc ici, ça peut apparaître comme le signe d'une société méritocratique, qui va donc donner avantage au travail. Mais il ne faut pas oublier que tout d'abord, la démocratisation n'est que relative. Elle concerne surtout les fils de cadre et la réussite scolaire. Elle va être influencée par les ressources et les configurations familiales des individus. Enfin, il ne faut pas oublier que le fait d'avoir un diplôme supérieur à celui de ses parents, ça ne se traduit pas automatiquement par une position sociale supérieure. Donc c'est une situation qui est paradoxale, c'est ce qu'on appelle le paradoxe d'Anderson et qui va s'expliquer en fait par la perte de valeur de certains diplômes, notamment la licence. Ici, on a de nombreux individus qui sont très diplômés, qui vont devoir occuper un emploi peu qualifié et donc ça va générer à la fois un sentiment de déclassement et un sentiment de déqualification. On occupe un emploi moins qualifié que ce qu'on pourrait occuper. Et donc dans la troisième partie, on va voir ici le rôle des ressources et des configurations familiales. Donc, tout d'abord, les ressources familiales, vous savez, c'est le capital culturel, le capital économique, le capital social, les stratégies des familles. Évidemment, tout ça, ça va influencer la réussite scolaire et donc la mobilité sociale. Tout d'abord, le capital économique,
je rappelle, c'est le revenu et le patrimoine détenu par les parents, va jouer un rôle très important. Par exemple, la possibilité de vivre dans un logement avec une chambre à soi, avec un bureau, ça augmente forcément la probabilité de réussir à l'école. Également, le coût d'une poursuite d'études, ça peut sembler moins élevé, ce coût peut sembler moins élevé à des familles riches que dans une famille à faible revenu, qui donc ici ont un arbitrage à faire, ce qu'on appelle un coût d'opportunité entre continuer des études coûteuses ou directement trouver un travail. Donc ici, les familles qui sont faiblement dotées en capital économique seront incitées à rechercher pour leurs enfants des études les plus courtes et les plus professionnalisantes possibles parce qu'elles n'ont pas les moyens de payer des études supérieures. Également, le capital culturel des parents est un autre facteur qui va expliquer la réussite scolaire. Tout d'abord, la détention d'un diplôme permet aux parents de connaître les attentes de l'école et donc d'adopter les stratégies les plus rentables en termes de choix scolaires. On va parler des établissements privés ou publics, le choix des options rares, le choix des spécialités, quel diplôme faire pour quel métier, etc. Pierre Bourdieu, le sociologue, il a montré que la famille transmet des ressources culturelles objectives, des livres, des sorties culturelles, théâtre, etc. Mais également des ressources culturelles qu'on va dire incorporées à travers l'habitus, donc ici le langage, le rapport au savoir, le savoir-faire valorisé, l'argumentation, l'oral, parler de manière soutenue, pas faire de fautes d'orthographe, etc. Ce capital culturel des classes supérieures est celui qui correspond et qui est valorisé au capital culturel de l'école. Et enfin, le capital social des parents, le réseau, ça contribue à une insertion professionnelle de qualité. Forcément, le réseau de relations de cadres est plus étendu que celui des classes populaires et donc il va être plus souvent mobilisé pour favoriser l'insertion professionnelle des enfants, trouver des stages. Grâce à papa qui travaille dans une banque, c'est plus facile pour les enfants de cadres. On a également dans la dernière sous-partie ici la question des configurations familiales. Donc ici, cette question des configurations familiales sera très importante pour essayer d'expliquer des situations de reproduction sociale ou des trajectoires qu'on va dire paradoxales, improbables. Selon le type de famille, les familles dites traditionnelles, recomposées, monoparentales, les familles nombreuses, les familles homoparentales, il faut également comprendre comment on va se combiner le milieu social, la taille et la position dans la fratrie, la situation conjugale des parents, l'origine migratoire, et tout ça va se combiner et va pouvoir expliquer des situations de mobilité sociale. Par exemple, les familles monoparentales sont celles qui, en général, vivent le plus dans des logements qui vont être surpeuplés et en situation de pauvreté. Donc, le passage à une structure monoparentale, ça s'accompagne en général d'une baisse du niveau de vie pour le ménage, ce qui peut avoir un impact sur les arbitrages que vont réaliser les parents, souvent la maman seule, pour le parcours scolaire des enfants. Enfin, on a également le nombre d'enfants par famille qui est un facteur ou non de réussite scolaire. Il est plus facile de mobiliser de l'argent pour une fratrie plus réduite parce que ici les études coûtent cher, frais d'inscription à l'université, les équipements numériques, le fait d'avoir un ordinateur personnel, des cours particuliers, de l'aide aux devoirs. Tout ça, ça coûte cher et donc forcément, les familles nombreuses n'ont pas les moyens pour financer tout ça pour leurs enfants. Ce chapitre est terminé et donc ici, on a les 9 vidéos du programme de SES Terminal. J'espère que vous avez compris. Je vous souhaite à toutes et à tous bon courage pour le bac. Soyez forts, n'oubliez rien et surtout, les OA, objectifs d'apprentissage, rien que les OA pour éviter leur sujet. Allez, ciao!